Bonsoir à tous. Ces pupitres sont faits pour des personnes de grande taille. Et moi, comme Woody Allen dans Casino Royale, j'aimerais que toutes les personnes au-dessus d'1,70 m soient un jour victimes d'un virus. Mais ça, c'est ma névrose. Au nom de la présidente de la Bibliothèque nationale de France, Laurence Angèle, je vous souhaite la bienvenue. C'est la 8e édition de ce concours. Et depuis quelques années, parce qu'avant, nous faisions un peu des soirées de clôture, le 3e tour, la finale, se déroule à la BNF. Yann Migoubert, le responsable des services culturels de Sorbonne Université, m'a demandé d'être savoureux. Je suis un peu sec, et puis je vais essayer la gravité. Donc en ces temps, et on y va, en ces temps de dévoiement et de perte de sens et de substance de la parole, l'exercice auquel vous allez assister ce soir est censé, non, il n'est pas censé, doit vous convaincre que la parole garde toute sa force de conviction. Vous allez voir, c'est très efficace. Je suis ravi aussi que le pari que nous avons fait de vous accueillir dans le grand auditorium ait réussi, parce que je vois que ça continue à arriver. Donc, pour ceux qui découvrent le concours d'éloquence, Fleur d'éloquence, pardon pour la redite, je vous dis déjà à l'an prochain, parce que vous allez voir, normalement, la persuasion et la conviction vont être au rendez-vous. Et je laisse la parole à Juliette Dross, qui porte ce concours, j'allais dire à bout de bras, mais non, pas toute seule. Voilà. Juliette, à toi. Bonsoir, merci François et merci à la Bibliothèque nationale de France d'accueillir cette année encore et l'année prochaine encore, j'espère, la finale de ce concours d'éloquence. Et merci pour ce bel accueil. Alors, je vais être très brève. Donc, moi, je suis Juliette Dross. Je suis responsable du concours Fleur d'éloquence avec Cléo Colomb, qui ne peut malheureusement pas être là ce soir. Je serai donc très brève. Je vous expliquerai simplement le déroulement de la soirée avant de laisser la parole à Claire Stoltz, qui présidera le jury ce soir. Donc, vous allez écouter ce soir 4 candidats qui sont les 4 finalistes du concours Fleur d'éloquence. Donc, il y a eu déjà 2 tours, un premier tour fin mars, un deuxième tour à la Sorbonne en avril. Et les 4 finalistes qui sont là donc, ont été sélectionnés au terme du 2e tour. Ils feront donc 4 discours d'une dizaine de minutes chacun. Et au terme de ces 4 discours, le jury se retirera pour délibérer pendant environ une demi-heure. Pendant cette délibération, vous pourrez assister à une table ronde animée par Louise Touret, donc qui est journaliste à France Culture. L'idée de la table ronde, c'est de confronter des points de vue différents sur la rhétorique. Donc le point de vue de Pierre-Henri Tavoyot, qui est philosophe à Sorbonne Université, celui de Maître Garbarini, qui est avocat et ancien secrétaire de la conférence, celui de Paul Demont, qui est helléniste et spécialiste de rhétorique grecque, et celui enfin de Pauline Jambet, qui est comédienne. Donc cette table ronde durera le temps de la délibération du jury, c'est-à-dire environ une demi-heure. Et au terme de la délibération du jury et de la table ronde, le jury reviendra, annoncera son verdict. Donc il y aura seulement un ou une lauréate, il n'y a pas de classement, il y a un ou une lauréate Fleur d'éloquence 2019, et les prix seront remis au ou à la lauréate ainsi qu'aux finalistes. Donc voilà, encore une fois, je vous dis, je suis très bref, c'est juste pour vous expliquer le déroulement de cette soirée, et je laisse tout de suite la parole à Claire Stoltz, qui sera donc la présidente de ce jury et qui est vice-présidente vie étudiante et vie de campus de Sorbonne Université. Voilà, bonne soirée à tous et merci pour votre présence ce soir. Merci. Donc, je remercie Juliette Dross et le service culturel de m'avoir invitée à présider ce jury de Fleur d'éloquence. Mes remerciements vont aussi, bien sûr, à la BNF qui nous accueille pour cette finale de concours fidèlement chaque année depuis la création de ce concours. Je suis en effet très heureuse et très émue de présider cette finale du concours Fleur d'éloquence, car j'ai fait partie du premier jury et je me souviens donc de toutes nos réunions au service culturel de la faculté des lettres de Paris-Sorbonne à l'époque, si animées et si sympathiques, pleines de passion pour monter ce beau projet. C'était donc il y a déjà 8 ans, en 2012. La rhétorique commençait à reprendre ses lettres de noblesse dans l'enseignement secondaire,
réintroduite dans les programmes de collège à la fin du XXe siècle, puis dans les programmes de lycée au début de ce XXIe siècle, programme de français où la rhétorique devenait même centrale, non seulement avec un des objets d'étude sur lesquels certains d'entre vous ont pu transpirer, délibérer, convaincre et persuader, mais aussi pour aborder la plupart des textes littéraires. Donc c'était vraiment une nouvelle approche de la littérature qui était préconisée par les instructions officielles par le biais donc de cette approche rhétorique. En 2003, un module de rhétorique fit son apparition dans la licence de lettres modernes et dans la licence de lettres modernes appliquées à Paris-Sorbonne, puis même à Sorbonne Abu Dhabi. Donc voilà, la rhétorique, longtemps réservée aux hellénistes et aux latinistes, dont je fus, ainsi qu'aux avocats, redevenait, après une absence d'un siècle, une discipline incontournable, retrouvant son double statut qui lui est quand même très particulier de théorie et de pratique. De plus en plus, en effet, elle devenait non seulement une méthode d'analyse des textes, permettant de renouveler l'explication de texte, l'exercice de l'explication de texte, qui avait été inventé par Gustave Lançon, lui-même ex-professeur de rhétorique, pour l'école de la Troisième République, explication de texte où la littérature était abordée comme une leçon de choses, le terme est celui de l'époque et celui de Lançon, dans la perspective de permettre aux citoyens en herbe de l'école obligatoire de rencontrer le monde, et donc de couper avec la rhétorique destinée à une élite qui devait plus ou moins le diriger. Donc, retour de la rhétorique. Et avec le monde merveilleux de la rhétorique, on apprend les outils, non seulement pour décrypter une argumentation, pour débusquer les procédés de l'émotion, ceux de l'autorité et du charisme, mais on apprend aussi soi-même à produire un discours, à être éloquent. L'éloquence, c'est trouver des arguments, c'est les ordonner, c'est toucher son public, que ce soit par l'émotion, par l'indignation ou par le rire. C'est aussi le langage du corps, si important pour faire passer son discours, pour le rendre percutant. Au fond, l'éloquence, c'est ce qui permet de changer le monde par la force des mots. Et c'est bien comme cela que celui qui a été le premier à la théoriser d'une manière assez complète, Aristote, l'avait pensé. C'est aussi ce qui permet de délibérer et de prendre des décisions rationnelles, en particulier dans les cas où la science ne peut indiquer la voie à suivre. Donc, en particulier, la rhétorique nous aide pour prendre des décisions sur l'éthique, sur la politique, sur les valeurs communes d'une société. C'est pourquoi le concours Fleur d'éloquence, au-delà de son caractère de compétition ludique, car je le sais pour y avoir donc assisté plusieurs fois, on ne s'ennuie pas lors de ce concours. Donc ce concours est si important pour Sorbonne Université et pour l'Alliance Sorbonne Université. En effet, fidèle à la tradition rhétorique qui se veut une méthode pour permettre à des non-spécialistes d'élaborer des discours éloquents à destination d'un public lui-même non spécialiste de la question traitée, Fleur d'éloquence est ouvert à tous les étudiants
quelle que soit leur spécialité. Et c'est un point extrêmement important. Après une formation d'une 20aine d'heures, faite par des avocats, des rhétoriciens et des comédiens, donc une formation complète avec cette triple compétence, 82 étudiants des 3 facultés de SU et des établissements de l'Alliance Sorbonne Université se sont présentés au concours cette année, ce qui marque une très forte progression par rapport à l'année dernière. 10 ont été sélectionnés pour la demi-finale et 4 ont été retenus pour la finale d'aujourd'hui. Les candidats ont reçu leur sujet il y a environ une semaine et ont donc eu le temps de se préparer pour le traiter. Je vous dévoile donc les sujets qu'ils vont traiter. Peut-on faire l'innocent? Et deuxième sujet, y a-t-il des rendez-vous manqués? Les candidats se sont vus imposer à la fois le sujet, ils n'ont pas eu à choisir entre les deux, et la thèse à défendre. Et donc, Johanna Buchter traitera « Peut-on faire l'innocent ?» par l'affirmative, Jules Farjas par la négative. Cécile Asselin, quant à elle, traitera « Y a-t-il des rendez-vous manqués ?» par l'affirmative et Rémi Lescureux par la négative. En ce qui me concerne, pour rien au monde, je n'aurais manqué ce rendez-vous, justement. Il me reste à souhaiter bonne chance à tous nos valeureux candidats, car ils le sont. Ils l'ont prouvé par leur sélection en demi-finale puis en finale. Il me reste à remercier les membres du jury ainsi que tous les organisateurs de ce concours. Et enfin, je souhaite à tous de passer une excellente soirée d'éloquence. Je vous remercie. Alors, avant de laisser la parole aux orateurs, je vais laisser chaque membre du jury se présenter très rapidement et puis nous entrerons dans le vif du sujet. Bonjour à tous, je suis Arnaud Latil, je suis maître de conférence en droit privé à Sorbonne Université. Bonsoir à tous, je suis Marie Humeau, je suis maître de conférence de latin à l'Université de Nanterre, j'enseigne aussi la rhétorique. Bonsoir à tous, je suis Luce Albert, maître de conférence en littérature française et latine du XVIe siècle à l'Université d'Angers et j'enseigne également la rhétorique. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Charles Guérin, je suis professeur de littérature latine à Sorbonne Université. Mon champ de recherche c'est la rhétorique et j'enseigne la rhétorique. Bonsoir, je suis Jean-Pierre de Giorgio, je suis maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne et en détachement à la prépa agrègue de Sévigné. Bon, pardon, bonsoir à tous, je suis François Nida et j'ai arrêté la rhétorique depuis 15 jours. Voilà. Et normalement, je ne devrais pas reprendre. Bon, à toi. Je me mets à la lumière parce qu'ils étaient tous dans l'ombre. On va donc commencer par le premier discours. Donc nous allons écouter Cécile Asselin. Qui est... Vous êtes là? Venez Cécile. Cécile Asselin, qui est étudiante à l'UTC, Université de Technologie de Compiègne, et qui traitera le sujet « Y a-t-il des rendez-vous manqués par l'affirmative ?» Je pense que là c'est bon. Cécile Asselin, êtes-vous prête? Je suis prête. Vous avez la parole. Tout, 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 tout.
Voie 2, le train TER numéro 148 566 à destination de la fin de votre vie, départ 10h34, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Du haut de ses godasses à lacets marron et de son bermuda de toile, mon grand-père, Paul, et ses 13 années de vie, s'apprêtait à prendre le train seul pour la première fois. Seul ? Enfin, pas tout à fait. Il tenait dans sa main son journal Spirou qui l'accompagnait partout. Il était tellement captivé par les aventures de ce gaillard en rouge que sur le banc du quai, il resta collé sans que ses fesses ne bougent. Il rata son train de 10h34, entraînant sur son rail celui de 11h19, puis 12h31, 13h19, 13h37, 14h34. C'est dans celui de 15h37 qu'il daigna enfin monter. Y a-t-il des rendez-vous manqués ? Même si Spirou a pu retarder de quelques décennies celui que mon grand-père avait avec la mort, il a malheureusement manqué de le lui faire manquer. À mi-chemin entre le rentre-dedans et le garde-à-vous, la langue française fait du rendez-vous une obligation qui se déguise en invitation. Est-ce qu'on a vraiment le choix quand on nous donne rendez-vous au commissariat ? Que notre banquier nous invite à régler cette légère déconvenue qu'est le découvert, ou qu'on a rendez-vous au Genius Bar d'Apple pour réparer notre téléphone obsolescent dont notre survie dépend. Est-ce que j'ai vraiment le choix quand mon meilleur ami m'invite à sa représentation de claquettes finlandaises ou qu'il m'intime de l'accompagner à l'enterrement de son chat ? Effectivement, on peut les louper, ces rendez-vous, en cas de manque de coordination majeure, si les concernés ne se sont pas concertés pour être au même moment, au même endroit. Quand le soleil a rendez-vous avec la lune, mais que la lune n'est pas là et le soleil attend, ça foire. Il ne va pas l'attendre 107 années-lumière, cette lune capricieuse qui lui pose un lapin. Et quand furibond, il prend ses clics et ses claques, c'est le beau temps qui n'est plus au rendez-vous. Et encore, ce n'est pas parce que les protagonistes sont présents que c'est réussi. On rate son entrevue comme on rate son train si on arrive en retard. Mais le dieu du rencard peut décider d'autres critères d'échec que ceux fixés par l'agenda. On peut louper son rendez-vous comme on serait recalé à son permis. Il y aurait le rang des admis, avec ou sans mention, le rang des presque, du rattrapage quoi, et le rang des non-admissibles. Le rang de ceux qui arrivent en costume repassé, le rang des vous, et celui de ceux qui n'ont pas encore fermé leur braguette, le rang des nous. Il y a autant de manières de se vautrer lamentablement dans ces rendez-vous que de rendez-vous manqués. Certains croient qu'on peut rater son rendez-vous une fois, mais pas 15. Ils sont zinzins. Vous croyez pouvoir vous rattraper une fois le premier rendez-vous manqué ? Mais que nenni ! Un rendez-vous manqué et c'est parti pour faire foirer tous les suivants. Première convocation, les bases sont mal posées. Non, je n'ai pas reçu de costume à 50 000 €. Deuxième entrevue. D'accord, mais c'est un cadeau d'un ami. Et c'est parti pour une farandole de tête-à-tête avec l'enquêteur, le juge, l'avocat, les parties plaignantes et les victimes des abusés. Tant de rendez-vous manqués. Et c'est l'acmé. C'est le rendez-vous avec l'Élysée qui se met à piquer du nez. Il flanche et sombre totalement. Oui, il y a des pros, des spécialistes experts dans l'art du foirage monumental qui ne prennent des rendez-vous que pour les manquer. La démocratie a-t-elle une seule chance quand elle décide de recevoir le bourrage des urnes dans son bureau pour un tête-à-tête ? Et c'est la même chose pour mon horoscope femme actuelle, page 42. Scorpion, vous avez rendez-vous avec votre destin cette semaine. Célibataire, guettez les signes, vous pourriez bien voir le grand amour poindre au loin. Et ils osent me soutenir que ce n'est pas foutu d'avance. Au fond, je ne comprends même pas comment on pourrait ne pas manquer un rendez-vous parfois. Et Henri Janson le dit mieux que moi. Si vous arrivez en avance à un rendez-vous, vous êtes un anxieux. Si vous arrivez en retard, vous êtes un agressif. Si vous arrivez à l'heure, vous êtes obsédé. Si vous ne venez pas, vous êtes un demeuré. Je vois ceux qui, dans la salle, me donnent rendez-vous du regard, avec leur air désapprobateur. Vous pensez que j'omets que pour pouvoir dire qu'il y a des rendez-vous manqués, il faut déjà dire qu'on avait rendez-vous quelque part, qu'on avait un date avec le destin, que certaines choses auraient dû se passer.
Tu ne peux pas manquer le rendez-vous que tu n'as pas. Tu ne peux pas rater la fête à laquelle tu n'es pas invité. Notre vie est-elle prédéterminée? Est-ce une autoroute toute tracée? Non. Mais ce serait naïf de croire qu'on a un champ libre devant nous. Il y a bien des portes au slalom par lesquelles on doit passer, même si les plus téméraires d'entre nous oseront en louper une ou deux. Oui, il y a des portes ouvertes, des événements plus probables que d'autres. Lily Rose Depp a le même nom de famille que Johnny Depp et bientôt la même carrière que Vanessa Paradis. Coïncidence? Non, je ne pense pas. Pour certains, les rendez-vous semblent s'imposer. Naît-on avec un agenda programmé? Avec le guide du routard de nos rencarts? Ou le GPS des passages obligés gravés dans notre cerveau? Quand on manque son rendez-vous, ce GPS nous dit-il « Faites demi-tour dès que possible ». Non, car bien sûr, il est en mode itinéraire le plus rapide. Quand c'est loupé, pas de retour en arrière possible. Croyez-moi, la semaine dernière, j'ai loupé mes réunions avec le sommeil. Je me suis retrouvée toute seule dans mon lit double. Il ne venait pas souvent me rendre visite. Et après m'être retournée 5, 10, 20 fois sous ma couette, pas la peine de larmoyer ou de supplier, il ne viendrait pas, c'est tout. Bon, oui, je les entends déjà, ceux qui me rétorquent que la place était déjà prise par mes tracassements, que j'avais rendez-vous avec mes scénarios absurdes et loufoques de 23h30 qui avaient tout sauf envie de me laisser fermer l'œil. Je les entends, ceux qui prétendent qu'un rendez-vous de manqué disent de retrouver, qu'on ne manque pas un rendez-vous, qu'il est juste ailleurs. Mais dans ce cas, c'est une infinité d'entrevues écartées, de convocations abandonnées. Car dès qu'on choisit un rendez-vous, on renonce inlassablement à tous les autres. Et garde à celui qui dirait oui à tout et ne voudrait rien manquer. Le calepin est sélectif. Attention aux incompatibilités horaires. Quoique, bon, est-ce que c'est vraiment manquer quelque chose si on a en même temps Le Grand Débat sur France 2 et Pascal le Grand Frère sur TF1? Je conçois qu'il y a des événements qu'on manque et ça ne nous manque pas pour autant de ne pas y avoir assisté. Le rendez-vous est vraiment manqué s'il y avait un enjeu, un engagement de prix. Tout comme tu ne peux pas rater ton rendez-vous si tu n'en as pas, tu ne peux pas manquer quelque chose qui, réussi haut la main ou totalement foiré, est le même pour toi. Le rendez-vous manqué, c'est la promesse non tenue. C'est le marié devant l'autel qui hésite ou qui dit non. C'est Stromae qui nous donne « Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement ». Il nous donne rendez-vous aux prochaines règles. Allez dire ça aux personnes stériles que ça ne se manque pas le RDV avec le bébé, ou même à ceux qui ne veulent juste pas d'enfants. Ça fait quand même depuis 1975 qu'on a le droit au rendez-vous avorté. Encore une fois, l'Église pourrait dire qu'il n'y a pas de rendez-vous manqué, que ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants sont seulement destinés à d'autres horizons, d'autres vocations. Le Seigneur les réserve à une tâche tout aussi noble. Mais si un rendez-vous ne peut être manqué que quand il y a un enjeu, un engagement de prix, alors c'est une parole de charlatan d'oser prétendre qu'il n'y a pas de rendez-vous manqué, que les promesses sont toujours tenues, que les résultats sont toujours au rendez-vous. Ces sceptiques ont une exigence bien faible du date. Vous rendez-vous compte que ce serait dire que tout est toujours réussi? Fukushima, un rendez-vous manqué avec l'humanité? Bon, tout est relatif, vous voyez toujours le verre à moitié vide. La COP 21, un rendez-vous manqué avec la limite des 2 degrés? Ben non, on a quand même bien réussi à enlever un peu de plastique des océans pour le mettre dans le cul de Kim Kardashian. Rendez-vous-en au fait. S'il n'y a pas de rendez-vous manqué, c'est que tous les rendez-vous sont réussis, dans une vie toute tracée. C'est notre destin version publicité, aseptisé au firmament du kitsch. Vous voulez vraiment avoir la gueule de Monsieur Propre ou ressembler à cet LM? Y a-t-il des rendez-vous manqués? J'aimerais vous répondre que non, mais comment le soutenir? Comment expliquer à mon professeur de mathématiques que quand je suis en retard d'1 heure et qu'il a déjà étalé 5 démonstrations au tableau, je n'ai rien manqué? Alors oui, on peut se calfeutrer dans son antre, se protéger des rendez-vous, faire le misanthrope ou l'ermite parce qu'on a peur de les manquer. Et ce seraient des inconscients, ceux qui ne le feraient jamais. Ils sont de ceux qui n'ont pas peur de la mort, comme ils n'ont pas peur des rendez-vous manqués car ils se croient invincibles. Ils n'ont pas peur de la mort car ils n'ont pas peur de la vie. Elle ne leur fait pas peur, leur petite vie ennuyeuse et toute tracée, faite de rendez-vous réussis d'avance, ça c'est sûr. De toute façon,
Ils ne pourront pas rater leur rencard avec la faucheuse, leur amoureuse vêtue de probité morbide et d'une robe noire. Elle viendra bien un jour avec son bouquet de faux qui ne fera pas faux bon. Mais je ne suis pas comme eux. Moi, je suis une trouillarde, une loseuse de rendez-vous, et j'ai peur d'en louper certains. Donc, si vous le voulez bien, je me stoppe là, car mon TER part pour Compiègne incessamment sous peu. Sur le même sujet, y a-t-il des rendez-vous manqués? Mais cette fois-ci par la négative, nous allons écouter Rémi Lescureux, donc, qui est étudiant également à l'UTC. Je vous laisse vous installer. Réglez peut-être le micro à la bonne... On m'entend? On m'entend. Rémi Lescureux, êtes-vous prêt? Je le suis. Vous avez la parole. Fallait-il avoir un goût prononcé pour la mise en abîme, pour me demander à moi de ne pas manquer le rendez-vous, d'être à l'heure, d'être à la hauteur, et surtout de ne pas décevoir, car rien n'est pire que décevoir. Et j'avoue posséder en la matière une sorte de passif, un curriculum, disons même un casier judiciaire. Imaginez, tout allait pour le mieux jusqu'à présent, elle nourrissait pour vous des sentiments élevés, proches de l'admiration, elle vous montrait dans les salons comme un petit chien savant, et cette attention nouvelle suffisait à votre bonheur. Mais au détour d'un événement presque anodin, elle a découvert en vous un trait détestable, comme on découvre un cheveu gras collé entre deux pages d'un bouquin emprunté à la bibliothèque municipale. Elle a vu l'envers du décor, l'inhérente saleté de l'être, et cet éclairage nouveau a précipité dans la lumière la foule de vos insuffisances qui demeuraient jusqu'alors bien cachées. Le rideau s'est ouvert et le charme est rompu. Vous êtes pire que mort. Vous avez déçu. La trahison, le meurtre et l'adultère offrent des repentirs plus commodes que la déception, qui ne vous vaudra ni exil, ni prison, mais vous condamne à cet état intermédiaire et minable entre indifférence et mépris. Et pour un type comme moi, sensible, dirons-nous, c'est une source d'angoisse quotidienne que la peur de décevoir. Les manuels de développement personnel offrent pourtant des remèdes sur mesure à cette pathologie, somme toute commune. On pourrait d'ailleurs faire l'inventaire des principes simplistes de cette médecine d'avant-garde. Principe premier, soyez vous-même, venez comme vous êtes. C'est sûr, en ne promettant rien, on ne risque pas de décevoir. Mais qui êtes-vous au juste pour penser qu'il est suffisant d'être vous-même, que c'est assez bien et qu'après tout, le monde s'en contentera? On n'est beau que des efforts que l'on fait pour être quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux. On n'est beau que de cette comédie à laquelle on se livre en public, car au fond de ce mensonge, de ce travestissement, il y a l'amour, ou plutôt sa forme inverse et complémentaire, qui est la peur de n'être pas aimé. Cette même peur qui fait bouillir les adolescents et les précipite, endimanchés et suants, transis dans des rendez-vous improbables et gluants de bonheur. Je vous en conjure, faites semblant, ça vaut mieux. Robinson, se roulant dans la fange, forniquant même avec des arbres dans ses plus sombres moments, nous donne un aperçu de ce que c'est vraiment qu'être soi-même. Et croyez-moi, personne n'a envie de voir ça. Non, je veux une morale au col amidonné, et dans le maintien cette raideur qui interdit tout avachissement de l'âme. Principe deuxième de cette homéopathie spirituelle, ne vous mettez pas la pression. Ce n'est pas la destination qui importe, c'est le chemin pour y parvenir. Ça, c'est la maxime des gens qui ne vont jamais nulle part. Bref, on pourrait décliner à l'infini la critique un peu facile de cette philosophie au rabais, mais on ne vaut pas mieux si l'on n'a rien d'autre à proposer. Alors que faire? Vous avez raison de me le demander. Si j'en avais la moindre idée, je ne serais pas là à vous causer, je ferais des conférences TEDx. J'aurais moi-même écrit un bouquin de développement personnel, certes je n'aurais rien soigné de mes névroses, et encore moins celle du reste de l'humanité, mais au moins je serais riche, et ça offre certaines compensations. Malheureusement, pour moi comme pour beaucoup, l'échec demeure consubstantiel à l'idée même de rendez-vous.
Prendre rendez-vous, c'est déjà décevoir. Devant l'échéance, on voudrait que l'esprit se ramasse en une matière cohérente, se condense, que les gestes soient sûrs. Mais on a, comme tout le monde, l'esprit de l'escalier et notre main tremble. Le corps se vide à gros bouillon comme un bidet et ne reste plus de vous qu'une enveloppe flasque et timorée. Quand l'heure est venue, on minimise, on gagne du temps, on comble ce néant intérieur par un état de surexcitation ridicule et c'est la chute vertigineuse, inéluctable. Sisyphe, en poussant son satané caillou, ne subissait rien d'autre que cette fatalité absurde. Il n'y aurait donc vraiment rien à faire ? Pas si sûr. Notre jeunesse, paraît-il, a rendez-vous avec l'histoire. Je vous l'accorde, c'est une drôle d'idée. À ce propos, peu de temps avant de se glisser sans bruit dans la tombe, mon grand-père m'avait fait part d'une certaine jalousie. Moi, du haut de mes 20 ans, j'allais au-devant d'événements extraordinaires qui changeraient à coup sûr la face du monde. J'aurais la chance d'y prendre part et en pleine possession de mes moyens. Il n'avait pourtant pas de quoi être jaloux. Il avait eu son compte de rebondissement en traversant les 3/4 du XXe siècle et sans se départir jamais d'une incroyable gourmandise. Mais il ne se disait pas repu, même à 93 ans. Pour lui, le plat de résistance mijotait encore dans les cuisines de l'histoire. Le meilleur était à venir. Je vous le concède, c'est assez commun. C'est sûrement ce qu'ont dit tous les grands-pères du monde à leurs petits-enfants et à toutes les époques, saisis par le regret de devoir refermer le livre sans pouvoir en connaître la fin. Néanmoins, j'ai envie de le croire. Pas parce que c'est nécessairement vrai, même si nous en avons quelques indices, mais surtout parce que c'est excitant. Je me suis donc fait à cette idée. J'ai attrapé le calendrier perpétuel qui me sert de sous-main et j'ai posé à une date au hasard un rendez-vous avec l'histoire. J'ai précisé, ne pas oublier d'emporter un casse-dalle, tu risques de n'être pas rentré pour midi. C'est ce qu'on appelle la pensée magique. Wishful thinking, comme disent les cuistres. Ou les Anglais, ce qui est un peu la même chose. Oui, je sais, paraît que ça n'est pas très joli. Mais qu'est-ce que vous avez tous au juste contre ça ? Vous n'aimez pas la magie ? Moi, la sorcellerie me fascine. J'aime ces tentatives dérisoires d'arraisonner l'avenir, de tordre le cou au sort et de lui imprimer votre marque. Penser une chose si forte qu'elle en devient possible, nécessaire, évidente. S'élever contre la tyrannie des faits établis et des preuves tangibles. Ériger la mauvaise foi en qualité suprême, affirmer contre tous que la terre est ronde ou bien plate, peu m'importe, et conjurer le sort par d'épuisants moulinets de bras. Camus donne un nom à cet entêtement, à cette formidable maladie mentale, la révolte. C'est là, je crois, tout ce qui fait que l'homme est homme. Ces choses que nous pensons préalables à tout accomplissement, le travail, la persévérance industrieuse, l'esprit d'entreprise, ces valeurs si chères à nos maîtres, sont en vérité des vertus bien communes dans le règne animal, et je dirais même qu'elles sont d'autant plus puissantes que la bête est bête. Voyez le bœuf, la fourmi, les start-upers, inarrêtables Hercules, abrutis à souhait, nés dans le guildon, ils font ce qu'ils pensent, mais ils ne pensent pas ce qu'ils font. Non, ce qui fait l'homme, c'est sa capacité à produire des récits a posteriori. C'est son génie de conteur, décelant dans le fatras indicible des faits et des actions passées, un sens, un fil conducteur, de quoi bricoler une histoire, un destin, et nanti de ce montage incroyable, de cette machine précaire, dont il prolonge d'un trait le dessin, il s'approprie le temps qui vient, et il ose dire ce qui sera, et se paye même parfois le luxe de le faire advenir. Au prix de cette révolte, il n'y aura plus de rendez-vous manqué, car le destin cesse enfin d'être une punition. On se joue de lui comme il se jouait de nous. Ne pas être anarchiste à 16 ans, disait Bernard Shaw, c'est manquer de cœur. L'être encore à 40, c'est manquer d'esprit. Je n'ai plus 16 ans et pas encore 40, alors je me plais à penser que je navigue encore dans cet entre-deux, lucide et propice, que se consume encore en moi quelque chose qui n'est pas près de s'éteindre, que c'est le moment de foutre le feu. N'en déplaise au GIEC et à tous les grincheux, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire advenir le monde que l'on veut. Et pour que les plus anciens d'entre nous puissent y participer et en profiter un peu, il s'agirait de se manier.
Alors pour forcer le destin, je reprends à mon compte cet éclat prétentieux. Je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Quand on a, comme moi, épuisé sa jeunesse dans des sous-préfectures, des villes moyennes de province et des chefs-lieux sans envergure, on fait à l'heure de ses 25 ans un bilan regrettable. On a passé plus de temps à négocier des ronds-points qu'à faire l'amour. Et on sait ce que c'est que l'ennui. On sait qu'il n'a rien de charmant, ni de romantique. L'oisiveté, c'est vrai, ça repose, mais moi, je ne suis pas fatigué. Et j'en ai marre d'attendre la vie comme on attend l'autobus. Alors c'est décidé, j'y vais, à ce foutu rendez-vous. Et si vous voulez me suivre, reboutonnez vos chemises et surtout, soyez à l'heure. Sur le sujet qui change donc maintenant, peut-on faire l'innocent? Par l'affirmative, nous écoutons maintenant Johanna Buchter de Sorbonne Université, Faculté des Lettres. Johanna Buchter, êtes-vous prête? Je le suis. Vous avez la parole. Dès l'aurore, dis-toi par avance, aujourd'hui, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Ces mots de Marc Aurèle m'aident tous les jours à surmonter les frustrations de la vie et d'abord les ingrats. Quand j'ai offert un petit cheval à mon petit-neveu, Hugo, il l'a adoré. Puis, pris d'une colère folle, il l'a lancé à terre et s'est mis à le piétiner de tout son poids. Si gisait la tête du cheval. Le calme revenu après la tempête, Hugo s'est retourné vers moi avec le visage d'un ange, digne des chérubins de Raphaël. Bien sûr, le petit diable sait qu'il a dépassé les bornes, qu'on ne piétine pas impunément les cadeaux qu'on nous fait. J'ai envie de crier, de punir, de lui faire la leçon, de lui reprendre son jouet, et même mon affection. Mais Hugo a 3 ans, il fait 90 cm, et son sourire me désarme. Il est fautif, oui, mais il ne sait pas le mal qu'il fait. Et il ne sait pas le mal que je me suis donné, moi, à lui trouver ce jouet. Débordé par ses émotions, il les subit à chaque seconde. N'a-t-il pas raison de faire les yeux doux quand je le gronde? Aux enfants, nous accordons le bénéfice du doute. Mais à l'âge adulte, terminé. Fini la bêtise, vient la faute. Non seulement nous n'aurions pas le droit de faire des erreurs, mais en plus, dans le cas terrible où nous en ferions une, il faudrait se soumettre au jugement de la foule? Faire l'innocent, ce serait péché? Mais soyons honnêtes, nous faisons tous l'innocent. Et vous aussi. Face à un parent, un amant, un intrigant qui vous accuse, vous allez vous défendre. Et c'est bien normal. Voyez l'incendie de Notre-Dame. L'ouvrier accusé d'avoir fumé sur le chantier. Ne s'est-il pas empressé de nier toute responsabilité? Et vous, qu'auriez-vous fait si on vous tendait une ardoise à 1 milliard d'euros pour les méfaits du mégot d'une misérable Gauloise? Mesdames et messieurs, je défends que nous avons raison de faire les innocents, parce que c'est notre droit le plus strict. Et ce droit, je le revendique. Personne ne peut me forcer à m'accuser moi-même. Et comme le dit le bon sens populaire, qu'il vienne me chercher. J'entends déjà les accusations d'égoïsme. Mais faire l'innocent, c'est souvent utile aussi pour la communauté. Est-ce que votre supérieur a vraiment envie d'entendre que si vous arrivez systématiquement en retard, c'est parce que vous n'aviez aucune envie de venir?
Ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas accuser la ligne 8 et dire « Alors vous comprenez, je suis sortie du métro, j'ai cherché un taxi, mais avec les travaux d'Hidalgo, la circulation à Paris, et puis en rester à un non-dit qui arrange tout le monde ». D'ailleurs, faire l'innocent, ce n'est pas forcément mentir. Ce n'est pas dire « Jamais, vous m'entendez, jamais je n'ai eu de compte en Suisse ». C'est parfois, au contraire, avouer une faiblesse. Un autre ministre qui n'avait pas non plus payé ses impôts a eu, lui, l'honnêteté de plaider la phobie administrative. Ce mal qui nous ronge tous. Car dans cette salle, qui n'a jamais fauté administrativement? Que celui-là lui jette la première pierre. Ce droit de faire l'innocent, c'est l'une des plus belles conquêtes de 1789. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit jugé coupable. Et ce droit, je le défendrai pour tous, y compris ceux qui ont commis des fautes inexcusables. En 2015, Jacqueline Sauvage a été condamnée à 10 ans de réclusion pour avoir tué son mari. Cet homme violent l'avait frappée, battue, violée pendant des années. Alors oui, coupable, elle l'était assurément. Mais elle a plaidé que son crime relevait de la survie, parce que personne ne l'avait protégée. Elle a été graciée et elle a forcé la société à se regarder en face. Nous avons raison de faire l'innocent, parce que c'est notre seule voie de sortie dans ce monde absurde. Nous avons une société qui adore le contrôle. On voudrait éliminer toute violence, toute déviance, tout désordre. Pour contenir cet animal humain que nous sommes, nous avons créé une jungle de règles impossibles à traverser. Au-delà des contraventions, des délits, des peines du code pénal, il y a aussi les fautes morales, les errements de l'âme, les interdits religieux. Et à ce procès-là, nous sommes tous sur le banc des accusés. Ne serait-ce que pour nos petites lâchetés. Car impossible de vivre sans trahir au moins un de nos principes. Ces vacances aux Seychelles que vous attendez tant, savez-vous qu'elles pollueront autant que le ferait un gilet jaune en un an avec sa voiture diesel? Et si plus tard j'ai la chance d'avoir des enfants, je donnerai la vie, ouais. Mais je décuplerai aussi mon impact carbone avec des effets en chaîne sur plusieurs générations. C'est franchement à se sentir coupable d'exister? Alors faisons l'innocent. Quel autre choix avons-nous? Camus disait que face à un monde absurde, on n'a que deux choix, la révolte ou le suicide. Je choisis la révolte, car innocents nous sommes. Nous l'avons toujours été. Et je n'ai pas besoin d'écarter les faits. Ils commencent à l'aube de notre existence. Je vous parle de ce moment, nous étions si petits, si vulnérables que le moindre silence nous faisait penser à la fin du monde. Dès que nos parents s'éloignaient du berceau, c'était l'abandon, la solitude, la mort certaine. Alors oui, on se dit qu'on a grandi maintenant, qu'on n'est plus tout à fait si fragile. Mais ce qu'on sait bien au fond de nous, c'est que nous avons toujours peur d'être insignifiants. Et à bien y regarder, beaucoup de nos déboires et de nos erreurs sont comme des appels au secours, des tentatives désespérées d'être vus, comme ces gamins délaissés qui, pendant les émeutes des banlieues de 2005, ont fait résonner un cri d'angoisse. Ces jeunes qui tiennent les murs à défaut de leurs rêves ont brûlé des voitures animées par la haine de leur propre cité. Alors oui, ces jeunes sont coupables d'atteinte au bien et de dégradation, comme le sont d'ailleurs ceux qui cassent des vitrines le samedi. Mais pour s'attaquer à notre arc de triomphe, il faut vraiment lui en vouloir beaucoup à notre France. Car si j'attache mon chien à un radiateur, puis-je m'étonner qu'il finisse par me mordre et chercher
l'être humain derrière le casseur, ce n'est pas tolérer la violence, c'est ouvrir les yeux pour y mettre fin. Jésus a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je n'ai pas la foi, mais l'humanisme tout entier tient dans cette phrase. Car oui, prêter des intentions méchantes aux hommes, une volonté de nuire, croire que les racines du mal sont dans leur nature, refuser de voir leur peine et leur confusion, c'est oublier qu'un jour, ils ont eu 3 ans. Mesdames et messieurs, faire l'innocent, ce n'est pas tricher. C'est plaider que l'erreur est humaine, trop humaine, que, n'en déplaise à Kant, la justice est bien vaine si de nos contingences elle ne veut rien savoir. C'est espérer des autres une bienveillance pérenne, pour qu'ils puissent, cléments, au grand jugement sursoir, et voir qu'en nous, l'enfant innocent est indemne. Venez, Jules. Donc, sur le même sujet, peut-on faire l'innocent, mais par la négative, nous allons écouter Jules Farjas, étudiant à l'UTC. Oui, ça devrait être bon. Vous m'entendez? Ici aussi? Jules Farjas, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Vous avez la parole. Manchester, 1850. Quelques années après la révolution industrielle, la ville bouillonne au rythme de l'industrie textile. Frédéric travaille dans l'usine de son père. Il est chargé de développer la fabrication d'un revêtement composé de caoutchouc et de poudre de liège. Cela va faire 8 mois qu'il travaille sur le modèle et les caractéristiques souhaitées pour le mélange sont quasiment atteintes. Seulement catastrophe. À ce moment-là, l'Américain Charles Goodyear dépose un brevet sur la vulcanisation du caoutchouc, qui en quelques mois fait exploser l'utilisation de caoutchouc dans le monde. Le prix de la matière première devient rapidement prohibitif, et le projet de revêtement de Frédéric se voit fortement compromis. À la recherche de solutions pour remplacer le caoutchouc, en s'inspirant de la fine pellicule qui se forme sur un pot de peinture laissé ouvert, Frédéric finit par trouver le matériau miracle, l'huile de lin. Le lino était né. Dès l'année suivante, Frédéric ouvre 3 autres usines et exporte sa production vers l'Europe et les États-Unis. En l'espace de quelques décennies, ce revêtement de sol lisse, imperméable, monochrome ou au motif chamarré, se démocratise dans les hôpitaux, grands magasins, hôtels, gymnases, écoles, trains et bien d'autres lieux encore. Frédéric vend l'innovant lino partout. Jusqu'à ce que dans les années 60, la concurrence des sols PVC, moins coûteux à fabriquer, ait raison du matériau. Le lino disparaît de notre environnement. Depuis plusieurs décennies, il apparaît donc clairement que l'on peut faire sans lino. Mais peut-on faire l'innocent? Sans m'avancer, rien n'est moins sûr. C'est évidemment une toute autre question. Faire l'innocent, faire celui qui n'a rien fait, faire l'ange, faire le naïf, feindre d'ignorer. Peut-on faire l'innocent? Évidemment, on peut, me direz-vous. Il suffit effectivement de prendre un air légèrement confus, d'écarquiller subtilement les yeux et de penser très fort « je suis convaincant ». Je ne vois pas de quoi vous parlez. Chérie, je peux tout expliquer. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger.
Soyons honnêtes, vous ne bernez personne. Si le visage faussement grave peut convaincre, le regard crispé à moitié vide trahit à coup sûr. Je n'ai pas assassiné ma femme, je l'ai prise pour un cambrioleur. Bien sûr, il est tentant de penser que l'on est convaincant. Ce serait simple, il suffirait de dire « ce n'est pas moi » pour s'en sortir. Écoutez, il a dit que ce n'était pas lui, ferait le juge. Non, on ne peut pas faire l'innocent. D'ailleurs, sur quel modèle se base-t-on pour faire l'innocent? Faire l'innocent, c'est jouer l'innocent, c'est l'imiter. Mais qui imiter alors? Combien de personnes parfaitement innocentes connaissez-vous? En existe-t-il vraiment? Les enfants sont innocents, j'entends là-bas. J'ai peur que nous n'ayons pas la même compréhension du mot innocent. Il est vrai que jamais il ne viendrait à l'idée de ces petites créatures de dessiner au feutre indélébile sur le chien ou de rafraîchir la coupe de sa petite sœur à grands coups de rasoir électrique. Non, personne n'est vraiment innocent. Faute de modèles disponibles, l'imitation n'en peut être que fausse. Faire l'innocent revient à imiter quelque chose qui n'existe pas. La tâche est ardue. Et s'il n'existe pas d'innocent, le concept même d'innocence a-t-il vraiment un sens? La réponse est dans le mot. No sens, no sense. La définition donnée dans le dictionnaire est la suivante. Qui n'est pas souillé par le mal? Exemple, Adam et Ève. Adam et Ève, premiers êtres humains. Dieu modela Adam avec la glaise du sol, puis modela Ève à partir d'une côte d'Adam. Quand je vous dis que ça n'a pas de sens, non, on ne peut pas faire l'innocent, ça n'a pas de sens. Certains me diront, à raison, que faire l'innocent, c'est aussi faire semblant de ne pas savoir. Avoir tous les éléments, mais feindre d'ignorer. On le sait, mais on n'a pas envie de s'en occuper. Alors on fait l'innocent. On le sait, mais on n'a pas envie de se sentir coupable. Alors on fait l'innocent. On le sait, mais le sentiment de responsabilité nous effraie. Alors on fait l'innocent. La tentation est forte. La responsabilité disparaît, ou du moins s'estompe. On peut faire comme si de rien n'était. Or, la réalité est tout autre. Et nous en sommes parfaitement conscients. Mais elle n'est pas facile à entendre. Dans moins de 30 ans, le monde dans lequel nous vivrons ne sera plus le même. J'entends par là qu'il faudra redessiner nos maps monde. Certaines îles n'en seront plus, à l'image des Maldives ou des îles de Polynésie. En l'espace de ce discours, une nouvelle espèce a disparu. S'agissait-il d'un pangolin à petites écailles, du petit kanchil de Java, sorte de biche de la taille d'un lapin qui a bercé des siècles durant les fables du folklore malaisien? Il y a 15 ans, rappelez-vous, après quelques heures de route, votre pare-brise était constellé d'insectes écrasés. À quand remonte la dernière fois où vous avez nettoyé les insectes de votre pare-brise? L'été dernier, le plus gros iceberg jamais observé s'est détaché de l'Antarctique. 6000 km², l'équivalent de la moitié de l'île de France. Non, on ne peut plus faire l'innocent. L'urgence est là, et nous en partageons à la fois la culpabilité et la possibilité de l'enrayer. On ne peut plus faire l'innocent, mais on peut agir. Chercher des solutions ensemble, expérimenter, oser. La sortie de cet état général d'indifférence et d'ignorance feinte nous offre un nouveau champ des possibles. Innovation technologique sûrement, mais aussi sociale. Mobilisation surtout. L'humain se réveille porté par un formidable élan. La jeunesse. Les marches pour le climat du mois de mars dernier ont réuni plus de 350 000 personnes en France et bien davantage dans le monde. Plus d'1 million d'étudiants ont fait grève à Dublin, Munich, Madrid, Sydney, Delhi, Londres jusqu'au Népal et en Ouganda. En France, la pétition appelant le gouvernement à agir pour le climat devint la plus signée de l'histoire, avec plus de 2 millions de participants.
Les actions de désobéissance civile des dernières semaines ont mené le Royaume-Uni à déclarer l'état d'urgence climatique. La mobilisation fonctionne. En 1987, le protocole de Montréal fixe comme objectif l'élimination totale des substances affectant la couche d'ozone, notamment les CFC. En 2009, le texte devient le premier et seul traité universel à ce jour, après ratification par les 197 membres de l'ONU. Aujourd'hui, le trou dans la couche d'ozone s'est drastiquement réduit et ne cesse de diminuer. L'humain peut agir à une condition: admettre à la fois sa culpabilité et sa capacité d'agir. Des décennies de politique environnementale sont remises en cause et femmes et hommes politiques ne peuvent désormais y échapper. Faire l'innocent n'est plus possible. Oui, j'invite les... Je mets un peu de sonnerie. Donc voilà, pendant que le jury délibère, va se tenir la table ronde animée par Louise Touret, en espérant que les micros vont fonctionner. Alors, j'ai allumé. Est-ce que c'est... Oui, il marche, il fonctionne. Voilà, je n'ai pas l'éloquence des étudiants qui se sont exprimés avant nous. Je vais me contenter de faire circuler la parole, ce qui est un peu mon métier en tant que productrice à France Culture. C'était un vrai plaisir, je crois, pour nous tous, d'entendre ces prestations étonnantes de la part d'étudiants si talentueux. J'ai relevé que les voix étaient très bien posées, que la diction était pratiquement parfaite, que le jeu des argumentations était très bien maîtrisé, qu'il y avait beaucoup d'humour, des références historiques, des citations, des références à l'actualité, et puis une forme d'engagement. On a pu l'entendre aussi avec cette dernière intervention et cette question climatique qui a traversé d'ailleurs pratiquement toutes ces prises de parole. Maintenant, on va échanger avec ceux pour qui la parole est un métier. Je crois c'est un peu mon métier aussi, mais mon métier, c'est aussi beaucoup d'écouter. Je vais vous présenter tour à tour, en commençant peut-être avec vous, Paul Demont, puisque vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université, helléniste et spécialiste de rhétorique. Et finalement, quand on parle d'éloquence et de rhétorique, ce qui n'est pas exactement la même chose, on se réfère souvent à l'Antiquité et au monde grec, là où tout a commencé, là où on a commencé à théoriser ces questions. Oui, merci beaucoup. C'est l'avantage de l'helléniste d'être l'ancêtre. Et ça me va parfaitement. Moi, c'est ma première année de retraite, donc je suis dans un rôle que je vais pratiquer de maintenant avec assiduité, celui de l'ancêtre. Et en l'occurrence, j'ai apporté la Bible de l'ancêtre, la rhétorique d'Aristote. Voilà. La rhétorique d'Aristote, dont il y a déjà été question, et qui contient l'essentiel des règles que nos candidats ont utilisées aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose dans ce que j'ai entendu qui a beaucoup changé par rapport à l'Antiquité. Autrefois, pour Aristote et pour d'autres théoriciens, il fallait toujours, dans un discours, avoir l'exorde, la narration, l'argumentation, la péroraison. Et de nos jours, si on entend nos candidats, ou si on entend d'ailleurs nos hommes politiques,
il y a une pratique de la narration qui est très différente. C'est le storytelling. Il s'agit d'introduire un petit peu partout des petits bouts de narration pour éveiller l'esprit, mais les anciens étaient très conscients de ce jeu entre la narration et l'argumentation. Hein. Et c'est extrêmement utile de savoir couper une argumentation par une petite histoire. Hein. Démosthène pratiquait ça déjà, paraît-il, de façon extraordinaire. Il expliquait des grandes théories sur l'évolution économique ou politique d'Athènes. Hein. L'auditoire commençait à s'endormir. Hein. Alors, il se tourne vers l'auditoire et leur dit, alors j'adapte la chose à la situation actuelle. Hein. C'est une famille qui part dans les Pyrénées, traverser les Pyrénées et qui loue un âne. Hein, alors ils partent. Hein, et puis voilà qu'un jour, il fait un temps extraordinaire, une chaleur à crever. Donc ils s'arrêtent un petit peu. Et le papa dit à l'ânier, parce qu'il loue l'âne et l'ânier, hein, il dit à l'ânier, bon, est-ce que tu peux mettre l'âne de telle façon qu'il nous fasse un peu d'ombre? Et l'ânier répond, ah, je regrette, hein, vous avez loué l'âne et l'ânier, mais pas l'ombre de l'âne. Hein. Alors le père est furieux, et ça s'envenime, il intente un procès. Démosthène s'arrête. Démosthène s'arrête. Et donc notre attention est dit, alors là, vous totalement décuplée. Hein, vous m'écoutez maintenant. Hein, alors que quand je vous parle de sujets extrêmement importants, vous ne m'écoutez pas. Hein, je vous parle de l'ombre d'un âne, ça vous intéresse. Hein. Et c'est là qu'on voit que tout ça a été théorisé depuis longtemps, même si le storytelling est une expression plus récente qui est rentrée dans le débat public parce que, et là je vais vous passer la parole bien Henri Tavoyot, puisque vous vous intéressez beaucoup à la chose politique, vous êtes philosophe à Sorbonne Université, président du Collège de philosophie, et vous écrivez également, et beaucoup, sur la politique. Cette façon de structurer les discours, évidemment, elle est très importante dans la prise de parole des politiciens qui doivent, et c'est un enjeu démocratique, être écoutés. Oui, en démocratie, on a un rapport à l'éloquence et à la rhétorique qui est un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'à la fois, on s'en méfie, voilà, clairement, parce qu'on ne veut pas être enfumé. C'est l'expression qui revient jadis. D'ailleurs, le mot enfumage est intéressant parce que si on prend le terme démocratique, c'est la délibération, hein, la délibération démocratique. Et la définition de la délibération démocratique, c'est l'examen qui prépare la décision. Et l'étymologie du mot examen est intéressante. Examen en latin, ça veut dire l'essaim d'abeilles. L'essaim d'abeilles. Donc, il faut qu'on délibère, il faut imaginer cette image très belle. C'est des abeilles qui sortent de la ruche pour aller chercher des idées sur les fleurs, voilà. Et puis on revient, quand on passe un examen, elles reviennent et elles vont faire leur miel. Voilà, ça donne envie de passer des examens, du coup, vous voyez. Et donc, à l'inverse de cet examen délibératif, il y a l'enfumage. Mais là, on retrouve une métaphore aussi apicole. Et donc, on hésite constamment entre la dimension, on est en train de se faire séduire, de se faire persuader par des arguments sophistes, de se faire enfumer, et de l'autre côté, le fait que la démocratie, comme disait Clémenceau, et même Périclès d'ailleurs, est bavarde. Et Périclès le disait en comparaison avec les Spartiates, les laconiques, ceux qui se taisaient, qui ne parlaient pas. Il disait, bah oui, on est bavard, mais parce que nous, on délibère, on discute, on est libre. Et il est bien meilleur de discuter avant de savoir ce qu'il faut faire, et pour savoir ce qu'il faut faire, plutôt que de se taire. Parce que du coup, le non-dit est extrêmement périlleux et nous affaiblit. Et donc, depuis Périclès et depuis la démocratie athénienne, il y a cette ambivalence entre la détestation des sophistes et le fait que la délibération est le pilier indispensable de la démocratie. On n'est pas sorti de là, mais d'une certaine manière, on reste des amoureux des discours, même si par rapport à la Troisième République et les grands discours de la Troisième République, la place du monde parlementaire s'est un peu restreinte. Et aujourd'hui, celui dont on écoute et on attend les discours, c'est le président, et ce n'est plus le grand député, même s'il a pu avoir aussi quand même au Parlement quelques grands moments. Mais voyez, les grands moments, c'est toujours dans des instants tragiques, où là, effectivement, la parole porte,
l'unanimité est là. Et comme le disait Clémenceau, il dit « En démocratie, le discours, ce n'est pas simplement une question d'art. Il faut, dit-il, il y a une belle image, il dit il faut que, comme l'archer, il faut viser un peu plus bas, parce que ce qui compte, c'est le fait de donner et de se donner dans le discours. Il faut vraiment que la volonté s'exprime. Et c'est parce que la volonté peut s'exprimer, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, que du coup, elle peut changer le monde. C'est parce que la volonté s'exprime par la parole que la parole peut changer les choses. Mais il faut que cette parole puisse être entendue. Et pour qu'elle soit entendue, il faut qu'elle s'exprime d'une manière accessible ou d'une manière narrative, peut-être, pour retenir notre attention. Donc, on va revenir sur cette écoute, mais je voudrais m'arrêter sur les techniques parce qu'elles existent. Ces techniques pour être écoutées. Pauline Jambet, vous êtes comédienne. On va aussi parler avec l'avocat parce que pour vous, c'est très, très important d'être écoutée en tant qu'avocat. Maître Garbarini, en tant que comédienne, vous avez... Il y a des enjeux très forts. Alors, ce n'est pas les mêmes enjeux pour vous et pour vous. Mais bien sûr, vous avez appris à développer des techniques. Alors, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans mon métier et dans mon rapport à l'éloquence par rapport à ça, c'est que je pense que, contrairement à ces messieurs, déjà, je dois avoir le discours d'un autre. J'emprunte le discours de l'auteur. Et il y a aussi une deuxième différence, c'est que nous ne sommes pas dans le champ de la rhétorique, mais pour en revenir encore et toujours à Aristote, on est dans le domaine de la poétique. Et donc, de ce fait, le rapport, je dirais, justement, à l'auditeur, justement, à cette question de la matière textuelle n'est pas exactement la même. Ce n'est pas de dire que le contenu ne compte pas, évidemment que le contenu joue et a un poids, mais ce qui est intéressant dans mon métier, c'est que quelque part, le fait d'être dans de la poétique, la forme joue pour la forme. En fait, on n'est pas là pour défendre un contenu, on est là pour défendre une forme poétique. On le sait, par exemple, quand on joue du Corneille ou quand on joue du Claudel, quand on joue comme ça des immenses poètes dont il y a une matière extrêmement difficile à travailler, c'est qu'on est là pour faire entendre du mot et faire entendre presque une forme. Quelque part, le discours, on s'en fiche un peu, j'ai envie de dire. C'est pas qu'on a, on a envie d'être, on est autant d'accord, on va être aussi d'accord avec Curiace qu'avec Horace. On va écouter l'argumentaire des deux concernant est-ce qu'on a le droit de tuer son ami ou pas, est-ce qu'on doit être au service de Rome ou pas. Mais la beauté du vers est quelque part primordiale. Et de ce fait, quand on est comédien, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, quand on est comédien, on a l'impression, je pense, enfin, la plupart des gens nous disent, mais c'est pas un métier, finalement, ça s'apprend pas, il suffit comme ça d'avoir une forme de... Mais c'est faux. À l'instar des musiciens qui doivent travailler leur gamme, à l'instar des danseurs qui doivent faire leur pointe comme ça toute la journée, il y a un rapport à la matière du texte, que ce soit dans le rythme, dans l'articulation, dans le travail des virgules, dans le travail du « et » ou du « est », comment dire, j'irai ou je mangerai une glace, mais j'irai au cinéma demain. C'est ce genre de détails qu'il faut à la fois aussi rendre naturel, hein, au final, faire sienne quelque part. Et c'est ça aussi qui est très beau dans le fait de dire des auteurs différents et qui ne sont pas siens, parce que là, je voyais tous ces jeunes gens qui étaient formidables, disaient leurs propres textes. Ce qui est beau aussi dans le travail de comédien, c'est de faire sienne une langue étrangère. Mais est-ce qu'en les écoutant, vous avez reconnu des trucs, enfin, je sais pas comment, des techniques, évidemment, de comédien? Et est-ce que le fait d'être comédienne vous aide à vous exprimer plus facilement quand vous parlez pour vous? Ah oui, mais alors il y a plein de choses qui étaient super, plein de trucs, de petits. Par exemple, la troisième participante qui a pris un petit temps avant de dire qu'elle était prête. C'est des petites choses comme ça, ça peut être des petits sourires. Parce qu'évidemment, là, on parlait justement, quand je parle de poétique et non de rhétorique, c'est aussi la question du séduire. Est-ce qu'on est vraiment là pour convaincre quand on est comédien? Convaincre, oui, sûrement, qu'on a une place en tout cas, qu'on a quelque chose à faire sur un plateau.
Ça, c'est sûr. Et bien sûr que quand on joue Horace ou Camille ou je ne sais quoi, on doit convaincre et porter cette parole, mais on doit surtout séduire. Et effectivement, je pense que nos participants, il y avait moult petites... tactique, que ça soit les pauses, le silence, oui, l'émotion. Il y a eu aussi le petit trouble de voix à un moment. Voilà, c'est des petites choses. Est-ce qu'elles sont feintes ou non, peu importe. Si elles marchent, en fin de compte, c'est ce qui compte justement. Parce que la matière, c'est aussi la voix, c'est aussi le bien corps. sûr, le petit temps, l'accélération, la montée, le regard, justement de s'oublier Alors, est-ce que ça aide? Je ne sais pas, parce que par exemple, j'ai des amis qui sont extrêmement timides et qui font de formidables comédiens. À l'inverse, ça existe aussi. Je ne sais pas. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est parce que j'ai toujours eu du plaisir à prendre la parole et à me servir de... J'ai trouvé ça très beau, d'ailleurs, ce concours et la manière dont Madame Stolz en parlait au début. C'est-à-dire que le poids de la parole, aujourd'hui, et de dire que la parole est une arme. De dire que, oui, c'est... Voilà, la parole, c'est une arme. Savoir parler, c'est agir. Mais quelle parole, ça aussi on va y revenir. Convaincre, c'est un vrai enjeu pour vous, maître Pascal Pierre Garbarini, avocat à la Cour et ancien secrétaire de la conférence. Ça veut dire que vous êtes un très bon orateur et que, puisque la conférence, c'est un petit peu cela. Et puis, en tant qu'avocat, vous avez un enjeu dans la parole que vous portez. Évidemment, c'est l'enjeu de gagner les procès, de bien défendre les gens que vous défendez et les causes que vous portez. Je dirais que la difficulté, quand un avocat prend la parole, on va situer tout de suite lorsqu'on est aux assises, puisque c'est l'image d'Épinal de l'avocat qui défend le criminel, qui a tué pour un mobile qu'il soit plus ou moins noble. Bien évidemment, la parole de l'avocat, elle est prépondérante. Et je dirais que c'est pas un jeu. C'est-à-dire que on a bien évidemment une rhétorique, on a aussi des ficelles. Le métier nous les apprend. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que plus on plaide, plus on est porté par des affaires, et plus on se sent dans un enjeu très dur. Qu'est-ce que c'est une ficelle, par exemple? Donnez-nous un exemple. Les ficelles, c'est justement savoir arrêter sa plaidoirie pour faire des silences. Les silences sont aussi éloquents que des phrases qui sont très incisives. C'est des fois, bien évidemment, c'est les changements de rythme. Là aussi, on le sait, c'est que des fois, il faut s'emporter, il faut être en colère, il faut s'indigner, mais faire une plaidoirie pendant 10 minutes où on ne serait que colère, à un moment donné, ça ne marche pas parce qu'on ne vous entend plus. Donc il faut à un moment donné s'arrêter, garder un silence et reprendre plus doucement. Voilà. Et là, Mais en revanche, on ne peut pas se contenter que de ça. Si vous ne vous contentez que de ça, on n'est pas là. Moi, je ne plaide pas pour me faire plaisir. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, souvent, je compare la plaidoirie, il faut le savoir, c'est aussi une souffrance. Quand on plaide, si on plaide pour une cause, pour un homme ou une femme, c'est une souffrance parce que l'enjeu, il est énorme. Et l'enjeu, il est énorme que l'on plaide l'acquittement parce qu'on considère que cette personne n'a rien fait, que l'accusé n'a rien fait, ou que l'on plaide pour un coupable. J'ai même envie de vous dire que c'est peut-être encore plus difficile des fois de plaider pour un coupable. Parce que tout l'accable, et il faut trouver les ressorts, c'est-à-dire convaincre, comme vous le disiez, que l'auditoire reste suspendu à vos arguments, et donc ça peut être compliqué, ça peut être difficile, et cela, c'est très difficile parce que, encore une fois, je le dis, c'est que vous avez une responsabilité
dont vous prenez conscience au fur et à mesure, et du coup, l'enjeu peut en effet vous transcender, et des fois, en même temps que vous plaidez, vous savez que vous passez à côté, que les personnes ne vous entendent pas. C'est Ce tout qui ça. est intéressant, c'est que les étudiants ont joué un peu sur les deux tableaux, avec une partie assez ludique et beaucoup d'humour, et puis des sujets graves. Alors, je vais vous poser une question à vous, Maître Garbarini, et puis après la même à Paul Demont. Est-ce que le fait de savoir jouer avec sa parole, de s'être amusé à, par exemple, poser comme ça des argumentaires sur des sujets un peu futiles et un peu drôles, ça permet derrière de pouvoir s'avancer avec plus de fermeté quand on défend une cause ou un enjeu plus grave? Moi, je le pense sincèrement. Alors là, moi, il m'arrive très souvent, lorsque j'ai la possibilité de le faire, c'est d'illustrer ma plaidoirie par des scènes de cinéma. Parce que bon, j'adore le cinéma, donc, et le cinéma, tout de suite, ça parle. Donc, si vous prenez un film avec une séquence que l'on peut rapprocher de l'argument que vous voulez, sur lequel vous voulez appuyer, eh bien, vous faites la référence à ce film, à cette séquence. Donc là, tout de suite, un peu comme l'a fait un étudiant tout à l'heure, c'est-à-dire on ne s'attend pas du tout, et donc du coup, mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? Donc, du coup, ça force. Le coup du lino. Ouais, exactement. Et ça, j'ai trouvé ça très, 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 très drôle, parce que mais où il veut en venir, et d'un coup, pam, ça vous explose à la figure. Et là, vous savez que vous avez marqué un point, parce que ça y est, l'argument, vous ne l'avez plus, et le jury se l'est approprié. Et voilà, donc ça fait partie. Et le cinéma, parce que justement, l'image, eh bien, par votre parole, eh bien, vous la recréez, l'image. Et je veux dire que cette histoire du lino, je serais particulièrement heureuse de la raconter demain à des amis ou à mes enfants sur ce jeu, l'aspect ludique, pour renforcer une prise de parole plus sérieuse, et puis pour avancer sur cette question. Voilà, on l'a dit, il faut raconter des histoires pour frapper l'imaginaire, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que les prises de parole sont beaucoup plus courtes, et qu'on est passé, et c'est Christian Salmon qui est l'inventeur en France de l'expression ère du storytelling, à l'ère du clash. Est-ce que ça, chez les Grecs, on en parlait déjà? Donc le jeu et puis le clash, qui est plus drôle du tout au bout d'un moment. Alors, pour le jeu, le vieil Aristote distinguait les discours en fonction des auditoires. Quand on parle à une assemblée politique, eh bien, il faut connaître évidemment l'économie, les forces armées, etc., etc. Il y a toute une science à apprendre. C'est Aristote qui le dit. Quand on parle à un tribunal, il faut connaître les lois. Les lois générales, les lois universelles, les lois particulières, etc. Et c'est du sérieux, comme vous le disiez, maître. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une assemblée politique, ce n'est pas un tribunal. Qu'est-ce que c'est ? C'est le troisième genre que définit Aristote, c'est les assemblées pour les jeux, pour les concours, etc. C'est le genre épidictique. Alors là, on peut jouer, c'est tout à fait possible, c'est même recommandé, mais il faut aussi être sérieux. Chaque genre a ses principes. Quand on s'adresse à une assemblée politique, le principe, c'est l'intérêt. Vous n'allez pas dire aux Français, votez pour un tel aux élections européennes parce que c'est beau, l'Europe. Ils ne voteront pas. C'est votre intérêt de voter pour l'Europe. Si vous êtes devant un tribunal, même chose. Vous n'allez pas acquitter un tel parce qu'il est beau. Vous allez l'acquitter parce que c'est juste de l'acquitter. Donc le principe, c'est la justice. En revanche, devant un discours épidictique, le principe, c'est les valeurs, la beauté, le courage. Donc, à la fois, il faut jouer, et en même temps, il faut s'engager sur des valeurs. C'est ce que les candidats ont bien compris. Ils ont ajouté un engagement personnel. Oui. Et comment voyez-vous notre époque où tant de gens se parlent sans s'écouter, en particulier sur les réseaux sociaux? Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'écoute et du dialogue. Enfin, il y a beaucoup d'agressivité et ce qu'on appelle aujourd'hui le clash.
Alors, ça existait aussi dans l'Antiquité. Hein. Il suffit de lire le comique Aristophane. Hein. Aristophane, la comédie était un sport national à Athènes, et les attaques étaient d'une violence extrême, et quelquefois très brutale. On a toujours su clasher. Il faut d'ailleurs revoir ce film ridicule qui est excellent aussi sur l'éloquence et cet art très ancien et pratiqué de tout temps, comme on dit dans les mauvaises rédactions, du clash. Et c'est aussi une question politique, Pierre-Henri Tavoyot, parce qu'on parle des discours politiques, voilà, ils ont changé dans le temps, mais aujourd'hui, on a aussi des personnalités politiques, on va penser à Donald Trump, évidemment, qui rentre dans cette arène du clash, s'exprime avec très peu de mots, ça a été étudié, c'est-à-dire il a un champ lexical extrêmement réduit, et puis sont je me permets, hein, et sont dans une espèce d'agressivité qui semble assez caractéristique de l'époque. Oui, ça c'est un point qui est intéressant. Je pense que là aussi, on est dans un monde ambivalent. D'un côté, je pense qu'il y a un goût très prononcé pour la rhétorique et l'éloquence. On le voit avec le public ici très, très nombreux. Et puis on voit aussi, malgré tout, avec les conférences TEDx qui ont un succès considérable et qui sont formatées pour des moments de rhétorique qui sont très, très particuliers. C'est du par cœur, c'est répété, c'est conseillé. Enfin, et c'est assez stéréotypé. Oui, c'est stéréotypé, mais en même temps, enfin voilà, il y a une forme qui est définie, c'est une forme de règle du jeu, mais vraiment, ce sont des belles performances aussi. Il ne faut pas du tout négliger l'affaire, donc il y a cette dimension. Et puis, il y a un autre type, effectivement, qui est le type de la paressia, c'est-à-dire les discours où on se dit les choses, où il faut être franc. Et ça, c'est le registre sur lequel est Trump, c'est-à-dire il est beaucoup plus court que notre président. Hein, mais il est beaucoup plus clash. Il est beaucoup plus cash. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un président qui a beaucoup de rhétorique, mais dont les discours, son grand défaut, sont trop longs. C'est-à-dire c'est ce qu'on a vu un petit peu dans le grand débat où il y avait beaucoup de prises de parole présidentielles. C'est clair, c'est bien, mais voilà, ça se dilue ensuite parce qu'il y a beaucoup de priorités, parce qu'il est très compétent, etc. Et donc du coup, il n'a pas ce qui caractérisait des orateurs comme par exemple De Gaulle, qui avait l'espèce de capacité de condenser en une formule tout un champ de réalité. Voilà. Donc ça, c'est un point qui... Trump, de ce point de vue-là, dans un autre registre, est celui qui dit les choses. C'est ça son fond de commerce. C'est-à-dire, il dit les choses, il dit, voilà, pas de langue de bois, je dis, c'est des choses, des énormités, ça peut être des bêtises hallucinantes, mais il dit les choses, et c'est ça qui plaît, manifestement, puisque son taux de popularité est très clair. Il sort du registre, effectivement, de la parole, qui est la parole qu'on aime bien en France, c'est-à-dire éduquée, pondérée, avec des belles illustrations. Il est dans ce registre, effectivement, du cash, pas simplement du clash, mais aussi du cash. Ça, c'est un point aussi qui caractérise l'ambivalence du monde démocratique, avec l'idée, effectivement, qu'il faut faire une forme de bruit, c'est-à-dire pour se faire entendre, il faut sortir du lot, et plus c'est gros, plus on l'entend. Mais se fait-on vraiment entendre ou parle-t-on à des gens qui sont systématiquement déjà d'accord avec nous? Et c'est l'aporie, quelque part, du discours politique, c'est celle de ne prêcher que des convaincus, parce que convaincre, c'est extrêmement difficile, vous le savez, monsieur Gadavoka, et arriver à dépasser le cercle de ceux qui sont déjà d'accord avec vous, c'est savoir se faire entendre, qu'on le fasse à l'aide de longs discours ou par des formules lapidaires. Et ça, on le voit, et on voit que c'est un grand problème pour la démocratie aujourd'hui, parce que dans l'agora, on peut dire, les gens étaient suffisamment peu nombreux, parce que c'était des démocraties très incomplètes, pour être réunis et s'écouter tous. Mais là, on s'écoute par cercle, et puis on n'en sort jamais. Alors, c'est un travers, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est vrai que la délibération, c'est l'organisation du désaccord. C'est ce que dit Aristote. C'est-à-dire, alors c'est un point sur lequel il faut vraiment travailler, et c'est un exercice qui reste très présent, mais il ne faut pas avoir une vision uniquement négative, je pense, de notre temps présent. L'organisation du désaccord, c'est commencer à penser contre soi.
C'est pour ça que les exercices sont très intéressants ici. L'exercice de la disputatio qu'on pratiquait à la Sorbonne jadis, c'était le bon temps, j'essaye de réhabiliter. La disputatio, c'est on donne un sujet, le même à tous les étudiants, et on tire au sort qui doit plaider pour et qui doit plaider contre. C'est comme ça qu'on passait le bac jadis, et ceux qui perdaient n'avaient pas le bac, et ceux qui gagnaient avaient le bac, ça donnait 50% de réussite au bac, c'était le bon temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est s'obliger à penser contre soi. Ça, c'est le point de départ, c'est-à-dire nous avons des convictions, nous pensons par nous-mêmes, on s'oblige à penser contre soi. Et ça, c'est le début de la réflexion critique, c'est le début de la réflexion philosophique. C'est pas dire changer d'avis. Ça veut dire comprendre que les avis de la position adverse sont audibles, peuvent être bien défendus, sont potentiellement intelligents, et on sera d'autant plus convaincant qu'on sera capable de défendre les arguments de la position adverse en les défendant de la meilleure manière. Voilà, ça c'est vraiment la clé. Et c'est ce vers quoi, en effet, notre espace public doit s'orienter. Je partage votre sentiment de ce point de vue-là. Ça, c'est la meilleure éducation au débat. Alors, très rapidement, un mot de conclusion à tous. Est-ce que finalement, apprendre à parler, à s'exprimer, apprendre la rhétorique et l'éloquence, c'est aussi apprendre à écouter, et je crois qu'après, on doit vraiment laisser la parole au jury. Pauline, pour commencer. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. La question de l'écoute, vous, en tant que femme de radio, vous le savez, c'est primordial. J'ai trouvé ça passionnant de vous écouter, parce que je pense que c'est aussi pour ça, je crois que j'ai envie de faire du théâtre, ou que j'aime faire ce métier, quoi. C'est déjà d'avoir un espace, un lieu comme ça dans la cité. C'est extrêmement politique, en fait, de faire du théâtre. Même quand bien même on ne fait pas du théâtre politique, mais de rassembler les gens, voilà, pour écouter, que ce soit Aristophane ou Martin Krimp, ou d'écouter des salauds, des héros, de prendre pitié pour le salaud, le meurtrier, de commencer à peut-être détester le héros. Et voilà, d'avoir ces espaces pour entendre, écouter ces paroles-là, et s'écouter aussi soi-même. Voilà, je pense que voilà, c'est l'art de la parole, mais c'est aussi l'art de l'écoute et de se faire entendre. Tout ça va, le silence, c'est ce qui est de plus beau dans la musique, et voilà, et l'écoute, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau aussi, dans ces lieux-là d'écoute. Maître Garbarini. Oui, moi, ce que j'ai observé, c'est que l'art oratoire, l'éloquence, elle évolue. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui était éloquent, je vais juste raconter une histoire très brièvement, Robert Badinter, lorsqu'il était jeune avocat, il travaillait chez un très grand avocat, on a oublié qui était, parce qu'il s'appelait Torres. Et Torres dit à Badinter, il y a Mauro Giaferi. Moi, Giaferi, c'était un des plus grands avocats qui a existé. Il dit, il y a Mauro Giaferi qui a été aussi parlementaire, et il dit, il y a Mauro Giaferi qui plaide. C'est peut-être une de ses dernières plaidoiries, il est sur la fin de sa profession. Allez le voir, il plaide aux assises. Et Badinter, Mauro Giaferi, c'était le dieu vivant chez les avocats. Tout le monde se précipitait parce qu'il y avait Mauro Giaferi qui plaidait. Et il va voir Mauro Giaferi. Mais Mauro Giaferi, il plaidait comme on plaidait sous la 4e République. Et donc, il avait perdu son éloquence. Et le Mauro Giaferi, qui était un phénix, ce n'était plus du tout la force de persuasion et de conviction. Non pas parce qu'il était devenu mauvais, mais parce que son discours, il n'était plus approprié avec les nouvelles oreilles. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les plaidoiries que l'on fait, elles sont, pour reprendre, elles sont très impactées, si je puis dire, par ce que l'on voit avec la télé, c'est-à-dire les phrases cash, clash, où il faut être très percutant dans un moment très court, etc. Il y a une modification du discours qui va avec l'évolution de la vie et de la médiatisation de notre vie. Mais s'adapter à son auditoire, c'était déjà théorisé par les Grecs, Paul Debon. Oui, pour la situation présente, là, pour nos candidats, on voit bien le problème. Hein. Est-ce qu'ils vont être jugés par les applaudissements, par un jury? C'est le jury qui va décider finalement. Hein. Donc le jury décide sur quels critères? Sur des critères parce qu'il y a eu plus d'applaudissements pour l'un ou pour l'autre. Hein. Alors là, je passe la balle aux philosophes, hein, parce que c'est ce que dit Platon. Platon dit attention, l'éloquence c'est bien beau, mais en fait l'orateur est prisonnier de l'auditoire. Hein.
Il doit plaire à l'auditoire, donc il est prisonnier de l'auditoire. Mais il ne sait pas. Et Pauline, Mais comédienne, acquiesce évidemment. On a fait référence, et ce sera vraiment la conclusion, Pierre-Henri Tavoyot, à Badinter. Et il y a des discours qui savent se faire entendre. Je pense aussi à Simone Veil, et qui savent porter une cause. Et ce sont des discours décisifs, évidemment, pas dans des concours comme ça, mais ce sont des discours qui changent l'histoire. Décisif est le mot, c'est-à-dire qu'on a un problème en démocratie, c'est qu'on aime bien causer, la preuve, hein, on n'arrive pas à s'arrêter, on bavarde très très longtemps. Et justement, c'est ça le point, c'est que le grand discours est ce qui clôt les débats. Voilà, il y a une manière démocratique de clore les débats qui n'est pas du tout une manière tyrannique, c'est le grand discours. Et c'est comme ça qu'on s'arrête, parce qu'à un moment donné, on condense tous les arguments, toutes les émotions, et en plus, ça donne beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour votre écoute attentive. Voilà, roulement de tambour. Et le jury et sa présidente donc, vont venir, puisque c'est le moment. Je crois que quelqu'un est parti les prévenir. J'espère que c'est le cas. Sinon, je peux rester là en les attendant. Et une partie du travail qu'on est censé pouvoir faire en radio, c'est meubler. Donc, c'est vraiment quelque chose que je peux faire. Mais comme on m'a fait signe tout à l'heure, j'ai arrêté. Et donc, je ne sais pas s'ils sont prévenus. Mais je crois qu'ils arrivent. 2 minutes. Alors, on m'a fait signe. C'est très drôle. Mais alors, ça me permet de vous parler de l'importance, et alors, moi, j'ai fait des émissions sur la question, de l'importance de cette éducation, et on est très content de voir qu'aujourd'hui, on travaille l'éloquence à l'université, mais aussi à l'école. Il y a été fait référence dans le discours d'introduction, et on ne se rend pas compte, peut-être vous qui êtes jeune dans l'auditoire, à quel point c'est un grand changement, parce que je fais partie d'une génération pour qui l'oral a été complètement oublié. Et c'est un long mouvement historique. Vous avez parlé, Pierre-Henri Tavoyot, du bac. Le baccalauréat, pendant très longtemps, n'était passé qu'à l'oral. Et puis, il y a eu une épreuve écrite, genre de rattrapage. Et c'est vraiment dans le cours du 19e siècle qu'on est passé à cette culture scolaire de l'écrit qui domine encore totalement. Et aujourd'hui, on peut arriver dans les plus hautes fonctions après les plus grandes études en étant un orateur tout à fait moyen, alors que la discipline rhétorique a complètement dominé la scolarité pendant des siècles. Bon, après, il y avait moins de gens qui allaient à l'école, ce qui pose une question assez formidable. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, moi j'aurais adoré poser des questions aussi aux candidats, c'est est-ce que savoir parler, c'est un avantage social, et est-ce que finalement, écrire, ce n'était pas plus démocratique comme manière de sélectionner les candidats aux examens et d'organiser des concours qui étaient par ailleurs anonymes. Et la question qui s'est posée avec l'oral au bac, qui est la grande nouveauté, je ne l'ai pas dit parce que ça a été dit en introduction, qui nous fait aussi aujourd'hui porter tant d'attention à l'oral, c'est que l'oral, pour les examens d'aujourd'hui, est-ce qu'il ne va pas être conditionné à l'origine des candidats? C'est un grand problème, le tri social dans l'école, à ce savoir-être que d'ailleurs les jeunes étudiants ont montré en sachant arriver, se poser. C'est quelque chose qui s'apprend à la maison et qui devrait aussi s'apprendre à l'école. Vous avez vu, j'ai tenu 2 minutes sans problème. Voilà, et je crois qu'on m'a assez entendu comme ça. Merci beaucoup pour votre attention. Bon, apparemment, ils ne se sont pas trop écharpés. Ils ont réussi à se mettre d'accord. Et je laisse Claire Stoltz annoncer le nom du ou de la lauréate Fleur d'éloquence 2019. Donc, le jury, après en avoir délibéré, et après avoir vu combien les 4 candidats finalistes étaient, comme je l'avais prévu dans mon discours, valeureux, a décidé de primer Johanna Buchter pour Peut-on faire l'innocent par l'affirmative. Bravo à elle.
Bravo à tous. Nous allons inviter les 4 finalistes à venir nous rejoindre pour qu'on leur remette les prix qu'ils ont bien mérités. D'accord. Bon. Alors, donc un livre. Ok. Bien. Alors, Johanna Buchter, est-ce que. Ah, voilà, pardon, excusez-moi, je vais chercher dans la salle. Je suis éblouie par les spots. Donc, bravo à vous et je suis ravie de vous remettre donc, le prix de Fleur d'éloquence 2019. Donc, vous verrez ce que contient ce petit sac qui. Ah oui, vous verrez ce que contient ce petit sac qui donc propose un iPad offert par le service culturel, un livre offert par la BNF et un pass culture offert par la BPRI. Voilà. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci beaucoup. C'est tous les mêmes. Est-ce que vous pouvez vous approcher? On va vous... Bravo à vous. Félicitations. Vous avez tous été très bons et c'est remarquable que vous ayez atteint la finale alors qu'il y avait plus de 80 candidats. Bravo à vous. Pour la finale de ce concours, avant la prochaine édition l'année prochaine. Pour terminer, je voudrais simplement remercier tous ceux grâce à qui ce concours peut avoir lieu. Donc en premier lieu, la Sorbonne Université et la Faculté des Lettres, et en particulier le service culturel qui organise ce concours. Tous les jurys de cette finale, de cette finale, mais aussi du premier tour et du deuxième tour du concours, ainsi que les participants à la table ronde. Je remercie également les formateurs. Vous avez ici, vous pouvez vous mettre en lumière, donc Joseph Rotner et Emmanuel Ostrovski. Il y a Guillaume Ouattara aussi dans la salle, mais peut-être qu'il est déjà parti. Guillaume qui va arriver, donc qui ont assuré une vingtaine d'heures de formation pour les étudiants. Et Cléo qui est absente ce soir, voilà, mais qui participe aussi à la formation. Et puis pour finir, je voudrais remercier les partenaires du concours, donc évidemment la Bibliothèque nationale qui nous accueille ce soir, mais également François voilà, qui est là, et également la BPRI, donc Banque Populaire Rive de Paris, qui est partenaire du concours depuis plusieurs années et qui offre des prix aux lauréats et aux candidats, aux finalistes, pardon, en l'occurrence un pass culture pendant 1 an. Voilà, donc merci à tous, merci d'être venus si nombreux et à l'année prochaine.